Binge audio. Ah non, binge. Coucou la France, on se retrouve chez Binge Audio pour un nouveau numéro de nos tubes. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour notre épisode spécial avec Cyprien. Vous avez été nombreux à l'écouter et à trouver ça intéressant. De notre côté, on était évidemment très heureux de pouvoir vous proposer une discussion différente avec lui. Après cet épisode spécial avec Cyprien, on reprend une vie normale, mais pas forcément monotone, puisqu'on va parler cette semaine des abonnés, des fans de youtubeurs et de youtubeuses. Attention, il risque d'y avoir quelques émojis en forme de cœur et quelques noms d'oiseaux. Dans notre team de chroniqueurs cette semaine, Marie Camilleteron, tout va bien ? Oui, salut, ça va et toi ? Bah moi ça va, David, tout va bien de ton côté ? Ça va très bien, et toi, Vincent ? On parle un peu de tes progrès en Fortnite. Les progrès ne sont pas encore là, mais je m'entraîne. Et on peut dire aussi qu'on peut remercier Pierre Lapin, copain du web, et Thomas Hercouet qui ont accepté de jouer parce avec qu'on est nous, devenus des Twitchos. Voilà, on est devenus des Twitchos, et bientôt cette émission va s'appeler No Twitch, comme suggérait copain du web, vu l'évolution des plateformes en ce moment. C'est la folie. Donc voilà, c'était un moment sympa, puis on va essayer de progresser pour être un peu moins des bambis, comme on dit dans le milieu. Je viens tout juste de me mettre au Minitel, alors si vous me parlez d'ordinateur et d'internet... Alors comme d'habitude, pour commencer, un petit point sur l'actualité YouTube, et bien sûr il fallait qu'on parle de ce qui s'est passé au siège de YouTube aux États-Unis. Il y a une fusillade. Donc le 3 avril dernier, une femme du nom de Nassim Agdam est entrée dans les locaux et a blessé 3 personnes avant de se suicider. On a appris par la suite qu'elle était vidéaste et qu'elle avait affirmé plusieurs fois sa détestation de YouTube parce que ses vidéos où elle dénonçait les violences faites contre les animaux notamment étaient bloquées ou démonétisées. Voici un extrait de ce qu'elle disait sur l'une de ses chaînes. Being discriminated and filtered on YouTube, and I'm not the only one. And if you go and check my videos, you see that my new videos hardly get views, and my old videos that used to get many views stop getting views. So this is because I'm being filtered. Alors comme souvent après ce genre de tragédie, il y a eu pas mal d'amalgames, de désinformation. Tous les deux, qu'est-ce que vous en avez retenu, Marie ? C'était assez extrême comme incident et très marquant. Je pense que ça s'apparente à un attentat en réalité, donc forcément, émotionnellement, c'est toujours compliqué à vivre. Après, la question c'est est-ce que ça traduit d'un rapport tendu entre les créateurs et YouTube? En tout cas, ça traduit d'un manque d'espace de dialogue parce que je pense que cette femme n'a pas été écoutée ou en tout cas on n'a pas répondu à ses questions du côté de YouTube. Donc peut-être qu'il y a une instance ou un espace de dialogue à ouvrir en fait suite à cet incident pour imaginer des moyens d'éviter que ça se reproduise, même si peut-être qu'il y avait aussi un aspect psychologique derrière ça. Oui, alors justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai vu un certain nombre d'articles, y compris je crois du New York Times, tout un tas de journaux très sérieux qui disaient que ça traduisait la frustration de créateurs, etc. Et j'ai l'impression que presque... On disait presque que cette personne se faisait porte-parole d'un mal plus global. Alors que moi, ça me met mal à l'aise ce genre de comparaison parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a tout l'aspect psychologique et je me dis qu'on ne peut pas mettre sur le même plan ce type de personnes prêtes à ce genre d'extrémité et des vidéastes qui peuvent être évidemment remonter, mais je sais pas toi David, qu'est-ce que tu penses de cette comparaison et du fait qu'on fasse le lien entre cette personne qui a tiré avant de se suicider et les vidéastes plus classiques, on va dire. Effectivement, la question de qualifier ça d'attentat ou pas, ça c'est lié au fait qu'on considère ou pas qu'il y a une nature politique et des revendications derrière le geste. Moi, j'aurais plutôt tendance à le rapprocher des fusillades qu'il peut y avoir dans les lycées américains où on a vraiment un individu isolé qui n'est pas le porte-parole de qui que ce soit et qui fait ça parce que, a priori, elle a pété un plomb. Et du coup, les articles qui s'en servent, et finalement, nous aussi, on parle du sujet parce que ça concerne YouTube, et du coup, et de la manière dont ça a été vécu et ressenti par les équipes de Google là-bas.
ça reste, je pense, quand même à décorréler des revendications parce que justement, quand c'est une fusillade dans un autre cadre ou comme il y avait pu avoir dans des cinémas ou des choses comme ça, finalement, les motivations du tueur ou de l'assaillant, en fait, sont quand même pas à prendre très au sérieux. Enfin, sinon ça comment dire, ça ouvre justement une tribune aux gens qui voudraient comment dire, porter ces revendications. Donc je pense qu'il faut quand même bien faire le distinguo. Après, je pense que c'est aussi un choc pour la Silicon Valley en général qui comment dire, enfin mine de rien quand on fait tourner un service qui touche du monde dans le monde entier et que en même temps on fait ça depuis son ordinateur et depuis des bureaux en Californie, on peut se sentir un peu coupé du monde et la relation avec les utilisateurs, elle paraît pas vraiment réelle. Et c'est vrai que de plus en plus de sociétés sont dans cette configuration-là. On a pas mal de remous autour de Facebook à cause de ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles et pas mal de gens sont en train de s'en désengager. Du réel, quoi. Et donc, en fait, voilà, les sociétés de la Silicon Valley ont un impact sur le réel et de manière très violente, j'ai l'impression que c'est aussi l'occasion de réaliser qu'elles sont aussi potentiellement des cibles du réel, quoi. Il y a un truc, il y a un retour au réel avec cette fusillade et cet événement. Mais puis c'est d'autant plus marquant que ce sont des locaux qui sont ultra sécurisés. Rien que quand tu essaies de rentrer à Google France à Paris, on te demande 3 checks, on te donne un badge. Enfin, c'est très compliqué. Donc c'est marquant parce que cette personne a passé les contrôles, quoi. Donc on suivra un petit peu parce qu'il y a des nouveaux éléments des fois qui ressortent sur le portrait un peu psychologique de cette personne et on va s'y intéresser je pense dans les prochains numéros si de nouvelles informations arrivent. L'autre actualité dont je voulais parler avec vous concerne les notifications envoyées aux abonnés. Donc grâce à cette petite cloche sur laquelle il faut appuyer pour savoir quand un créateur sort de nouvelles vidéos. Ces derniers mois, les problèmes autour de ces notifications ont grandi. Il s'avère que les abonnés ne sont pas toujours alertés quand il y a une vidéo qui sort ou qu'un live démarre. Ou alors c'est fait de façon aléatoire. C'est assez mystérieux comme souvent avec YouTube, j'ai l'impression de toute façon. Et il y a quelques jours, dans une vidéo mise en ligne par les équipes de YouTube. Voici ce qu'a dit un certain Megan, donc, qui travaille précisément sur ces questions. If they don't ring the bell and they're just subscribers, then we put them in a occasional notification state. So that means that they get algorithmically determined notifications. Mouthful there, but what it really just means... What does that mean? Yeah, what that really just means is that your most active subscribers, so users who are watching your channel and your live streams are going to get notifications as soon as you go live. We also send notifications to users who aren't your subscribers, but they also watch your content very actively, and we think they'll be interested in watching your live stream, so we send them notifications as well. Donc tout ça sous-entend un peu que si vous n'êtes pas suffisamment actif sur la chaîne d'un créateur, vous pourrez rater certaines de ses vidéos ou live. Cette vidéo a énervé pas mal de youtubeurs qui estiment qu'ils perdent du potentiel de vues. Donc YouTube a justifié ça, et je trouve ça intéressant en un sens, en disant que les notifications trop régulières poussaient parfois les internautes à se désabonner, voilà, parce qu'il y a peut-être trop de flux, trop de vidéos qui sortent. Donc pour vous, est-ce que c'est un vrai problème ou c'est superficiel, Marie ? Pour moi, c'est un problème dans la mesure où on fait une fausse promesse avec cette fonctionnalité, si en réalité on la destine uniquement à certains utilisateurs. Si ce sont que les utilisateurs les plus actifs qui sont notifiés alors qu'ils s'attendent à être notifiés à chaque fois, il y a une rupture de confiance à un moment. Moi, je le mettrais bien en parallèle avec le système de notification de Facebook, parce qu'il y a un système algorithmique qui est un petit peu similaire sur le fonctionnement de la timeline. Et je me disais, c'est assez regrettable parce que sur ces plateformes comme YouTube et Facebook ou Instagram, on a perdu la possibilité de classer les contenus comme plus récents et non pas comme les contenus les plus mis en avant. Et l'algorithme décide tout le temps du contenu pour nous, alors que potentiellement on a envie de voir toutes les vidéos de chaque chaîne.
Donc moi je regrette un petit peu ça. Sur Facebook c'est possible de le faire, mais il faut faire une manip à chaque fois. Il faut rafraîchir ta timeline en mettant les plus récents d'abord. Et encore ça te montre pas tous tes amis. Et sur YouTube, la possibilité n'existe simplement pas. Personnellement, moi qui cherche un système de notification qui me permettrait d'avoir accès à ces informations à chaque fois, ça me frustre un petit peu que ça n'existe pas. David, toi, Ouais, t'en penses quoi ? moi je pense qu'effectivement le parallèle avec Facebook il est assez pertinent et du coup c'est peut-être aussi le signe annonciateur d'une bascule, y compris dans le modèle économique de YouTube et comme à une époque où quand on avait X fans sur Facebook et qu'on postait quelque chose, les X fans voyaient le contenu. Maintenant, en fait, il faut payer pour qu'un pourcentage de ces fans puisse le voir. Peut-être qu'on se dirige un peu vers ça avec la saturation des contenus sur YouTube et le fait qu'il y a tellement de choses Oui, c'est ça. il faut faire le tri. Et du coup, comment se fait le tri ? C'est en gros, il va falloir peut-être payer pour pouvoir faire en sorte que les vidéos soient vues. Et si on rentre dans un modèle comme ça va accentuer un des problèmes qu'on déplore déjà sur YouTube, c'est la difficulté à trouver des contenus émergents et des choses qui ont peu de visibilité, parce qu'effectivement, les youtubeurs qui seraient en mesure de payer pour que leur contenu soit vu, c'est ceux qui sont déjà hyper vus, quoi. Donc en même temps, tout ça est dû aussi à l'hégémonie de YouTube en tant que plateforme de vidéo. Donc j'ai l'impression qu'on va pas trop pouvoir y couper, et c'est en ça aussi, j'invite à réécouter l'épisode de NoTube sur les lives et Twitch. C'est là que c'est intéressant quand même qu'il y ait un challenger efficace. C'est que du coup pour attirer les meilleurs talents, il y aura peut-être une compétition qui va se mettre en place, et peut-être que Twitch va améliorer finalement la qualité de l'expérience pour les utilisateurs. On va voir comment ça va se passer. Et est-ce que vous pensez qu'il y a maintenant sur YouTube, il y a beaucoup trop de contenu ? C'est-à-dire qu'on est complètement submergé. Enfin, tu disais qu'on a du mal à voir des nouvelles vidéos, des nouveaux créateurs à émerger. Est-ce que vous pensez que voilà, maintenant c'est une énorme machine impossible à gérer ? On est surtout saturé par la même chose, c'est-à-dire que on disait en début d'émission, là je me suis mis à jouer à Fortnite, donc je regarde des vidéos Fortnite sur YouTube, et en fait tu regardes 3 et tu te retrouves après complètement, ta home est submergée de clickbait, de vidéos putaclic avec tel truc qui s'est passé dans Fortnite, que tu traduises best comme moment. ça. C'est pour ma mère, ça. Et voilà, que des trucs que des vidéos plus pourries les unes que les autres qui font 3 millions de vues, et du coup tu dois creuser comme un dingue pour essayer de trouver quelque chose d'un peu intéressant là-dedans, et ça c'est vraiment le gros problème, quoi. Et à l'inverse, il y a pas une logique de, si tu vas sur des petites vidéos indé, avec peu de vues, de toute façon tu vas toujours être submergé par les trucs pourris, quoi. Tu te sens submergé, Marie ? Moi, je suis pour la diversité des contenus et pour pouvoir choisir les contenus moi-même. Donc, cette multiplicité des contenus me dérange pas. Je suis pro-choix, du coup. Disons que je suis pro-choix. De temps en temps, pouvoir faire jouer l'algorithme, et de temps en temps, pour pouvoir me laisser surprendre, ce serait mon YouTube idéal. Voilà. C'est une belle parole de fin pour cette partie actualité. Et puis maintenant, on va enfin pouvoir jouer. Oui. Alors, comme d'habitude, le jeu est en lien avec le thème de l'émission. On va écouter en fait une succession de commentaires que j'ai trouvé à chaque fois sous la vidéo d'un youtubeur, d'une youtubeuse. Et ça va être le plus rapide qui pourra retrouver le nom du youtubeur en question, qui aura marqué un point. Donc on va tout de suite écouter le premier extrait. Pourquoi vous avez enlevé la chanson de la joie YouTube Warrior 3 avec Anixem et Seb Lafrite? Comme ça réunit mes 4 youtubeurs favoris, Wakanda Force. Voilà, alors effectivement, c'était McFly et Carlito. Et on va reparler de la chanson de la joie un petit peu plus tard dans l'émission. Second extrait.
Ma vie JTM, je sais pas si tu te souviens, ça fait un peu longtemps, mais je suis venue à ta première dédicace à Paris pour ton livre et je suis passée deuxième Ouais, c'est et une j'ai joie, même pleuré. Je me souviendrai très Natou. longtemps Attendez. du gros câlin que je Il y a un t'ai fait, indice à la gros fin. bisous. Ma bite, tu m'avais manqué. Et ma JTM trop continue comme ça. Emma Cupcake. Ouais, ma cake-up. Et ma caca. Ah, c'est Marie. C'est juste Marie que je sais te pas coiffe, prononcer. Marie te coiffe au poteau. À la fin, elle dit ma vie. J'ai entendu autre chose. Non, ma bite. T'as bien entendu ma Ma bite. bite. C'est un petit surnom affectif que D'accord. donne Emma à ses Ah, fans. Donc, fallait savoir. mes bites, ma bite. Ok. Voilà, Ok, c'est ok. c'est un petit surnom voilà, qu'on peut juger intéressant ou pas. Troisième extrait. Je veux une saga des cache-cache. Vous en avez oublié un. Il est toujours caché à Nantes, lol. Tu es un reptilien. Ouais, c'est Mathieu Sommet, non? Non. Euh, Qui a fait des cache-cache récemment Ah, et une vidéo sur les reptiliens aussi. il y a peut-être. C'est votre connaissance de tendance là que je teste. Hein. Euh, Une vidéo qui était bien en plus, un Mais cache-cache. c'est Squeezie. Exactement. Ouais. C'était Squeezie, il a fait une vidéo de cache-cache dans tout Paris. Ah non, et c'était pas bien, moi j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Ah non. Ok. Le truc avec qui c'était avec McFly, le Pérave, le Pérave, oui. ouais. Où il se cachait un peu partout. C'était des fausses bonnes idées, il faisait semblant de rigoler, j'ai pas aimé. Ah, Donc mais je ils mets font mon souvent- pouce en bas. Bon alors, En live sur YouTube, je dis que c'était ouais, je vais c'était faire pas une dernière super. remarque, mais je pense qu'effectivement, c'est souvent, ils se forcent un peu à rigoler. Ouais, C'est c'est très, pour très provoquer forcé. le rire, on rigole soi-même, et voilà, ça marche mieux. Nouvel extrait. C'est trop mignon l'amour grâce à Fortnite. T'es vraiment en couple ou tu te dis que c'est ton mec pour rire? Elle devient code for LAN avec ses cartes Google Play. Ah, ça serait pas Chelsea ou The Kairi ou... Chelsea, c'est elle. Chelsea. C'est elle. Je regarde effectivement. pas assez de vidéos de Fortnite, en fait. Ouais. C'est pour ça. Ah, je suis Mais désolé. Chelsea, c'est une youtubeuse, c'est une des Ouais, je sais, une ouais. grosses Ouais. youtubeuses. Qui fait énormément de 200 contenu 200 000 abonnés. là-dessus, oui, C'est voilà, une des plus sur, grosses, en fait. sur Fortnite, et dont on va reparler aussi tout à l'heure. Et enfin, dernier extrait. Si tu kiffes le métal, faut trop que je vienne te montrer mon camion un jour. Headbanging, je le fais avec ma tub. C'est Julien Méniel. Ça doit être trop bien. Un médecin métalleux. Oui, c'est Julien Méniel de Dans la ton chaîne corps. Dans ton corps, qu'on salue et qui a fait une conférence, une table ronde très intéressante au Forum des Images Comme ce toi. week-end. Oui, mais il y avait un peu plus de monde à la sienne. On va maintenant passer au thème principal de l'émission. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un podcast. À quoi? Binge audio. Alors cette semaine, donc on va parler des abonnés, des fans, des haters de youtubeurs et cette relation que je trouve très particulière, très propre à Internet. Tout d'abord, on en avait déjà un peu parlé, mais je voulais qu'on rappelle un petit peu ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible de dresser un portrait exhaustif et presque sociologique du fan ou de l'abonné de youtubeur? Est-ce qu'il est forcément jeune et millénial? J'ai totalement triché. Moi, je suis les études de Think with Google qui sont les enquêtes statistiques des utilisateurs de YouTube parce que ça m'intéresse justement de savoir qui regarde YouTube et pourquoi les meufs sont un petit peu moins regardées que les mecs. Et du coup, en préparant l'émission, je suis tombée sur une statistique qui est intéressante qui est que 52% des utilisateurs de YouTube sont des utilisatrices. Donc il y a plus de, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plus de meufs qui regardent des vidéos que de mecs. Et surtout, dans ces utilisateurs, 8 sur 10 ont plus de 25 ans. Donc finalement, c'est pas un public aussi jeune que ce qu'on imaginerait. Donc sociologiquement, il n'y a pas forcément de... Pour répondre à ta question de départ, je pense pas qu'il y a un groupe hétérogène... Mais il y a aussi le côté, enfin c'est à chaque fois on me le répète aussi, c'est le fait qu'il faut avoir normalement 13 ans pour avoir une chaîne et peut-être qu'il y a des enfants qui se connectent sur la chaîne de leurs parents, donc ça floute peut-être un peu les stats. Quand enfin, tu je dis sais avoir pas. une chaîne, tu veux dire avoir un compte, avoir un compte pas où en forcément des gros, vidéos dessus, donc mais... c'est un enfant qui se connecte sur la chaîne de son père et qui forcément... ou de sa mère pour les stats. Oui, voilà, ou de sa mère pour les stats. Mon autre question, c'était aussi... comment le fan sur Internet ou l'abonné, à chaque fois je vais dire les deux parce que pour moi c'est deux choses un peu différentes, comment est-ce qu'il peut communiquer avec son vidéaste, quels différents moyens il a? Les commentaires, ça reste quand même le principal moyen, je pense. Même si c'est noyé quand même. Parfois c'est assez chaotique, surtout pour les vidéastes qui ont beaucoup de vues. En même temps, en général, ceux qui ont beaucoup de vues aussi sont sur tous les réseaux sociaux, donc les gens qui les suivent vont les retrouver sur Insta, sur Twitter, etc.
Moi, je pense que ça reste quand même, bien qu'on soit à l'ère des réseaux sociaux, etc., ça reste quand même une relation ascendante, je dirais, un peu comme avec les stars de la télé, où en gros, il y a le youtubeur qui parfois va, enfin en tout cas qui l'essentiel du temps va envoyer ses contenus vers le bas, et la communauté qui le reçoit et qui peut assez difficilement... T'as levé les yeux au ciel comme si ça tombait. Voilà, oui, je regarde un petit youtubeur. C'était assez christique. Non, mais du coup, c'est un peu à sens unique, quoi. Enfin, ça me paraît... Donc, il y a plein d'événements dont on a déjà parlé dans l'émission, de choses comme ça, qui permettent de mettre les gens en relation, mais... T'as les FAQ aussi, qui sont le moment institué de dialogue entre le créateur et... Mais ça que tout le monde ne fait pas ou qui devient un peu mécanique, effectivement. Et qui sont aussi... Alors, je sais pas comment vous le percevez, mais... qui sont aussi un passage... Enfin, c'est aussi une manière de générer des vues et de l'interactivité avec la communauté qui est un petit peu peut-être fausse, quoi. Enfin, qui est... Je sais pas, ça donne l'occasion, en gros, de faire en sorte que la communauté parle de toi, du coup, enfin, sur les réseaux sociaux, et puis après, tu réponds aux questions qui t'ont été posées, ça te fait du contenu en les choisissant, en les choisissant, évidemment. Ouais, c'est rarement fait en live, ce genre de choses. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de... Enfin, moi, je connais des créatrices qui adorent raconter leur life et qui même font ces jeux sur Twitter ou sur Facebook où tu réponds à des questions personnelles simplement parce que tu aimes bien raconter ta vie. Et je pense que le jeu des FAQ, pour certains créateurs et créatrices, il répond aussi à cette, à cette volonté de raconter sa vie. Mais je suis d'accord que c'est un peu de la triche parce que ça crée de l'interactivité et un reach, donc un engagement qui est plus important. En fait, il y a effectivement différents types de créateurs et il y a ceux qui vont beaucoup plus interagir avec leur donner communauté. Plus de leur vie privée. Sur ceux qui font des lives, par exemple, ça incite beaucoup plus à être en rapport avec la communauté parce que c'est spontané, il y a un indirect, on peut, et surtout c'est en direct, donc ce que vont dire les gens, enfin relever les pseudos, dire bonjour et tout ça, ça fait partie du jeu. Pour ceux qui font des contenus plus chiadés, avec du montage, de la post-prod, des choses comme ça, en gros, très souvent, ils vont poster leurs vidéos, répondre à quelques commentaires, mais l'interaction est moins forte. Donc c'est aussi lié en fait au type de contenu qu'on fait. Il y a une question que je me pose aussi, les célébrités du web aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les stars de ciné, de musique du siècle passé. Il y a quelque chose de beaucoup plus direct. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Marie, mais on ne guette plus seulement les journaux People ou les apparitions télé, en fait. Ça a complètement éclaté, ce système-là. Mais c'est marrant parce que j'y pensais, parce qu'aujourd'hui, McFly et Carlito ont sorti aujourd'hui ou hier, ils ont sorti une vidéo avec Gad Elmaleh. Et aujourd'hui pour leurs 3 millions d'abonnés. Oui, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui en podcast veut pas dire grand-chose. Et ça m'a fait rire parce que justement, Gad Elmaleh, c'est une célébrité qui est un peu inatteignable. Tout comme quand ils ont fait leur vidéo avec Patrick Bruel, c'est les célébrités que nos parents connaissent et ça veut dire qu'ils sont vraiment célèbres si nos parents les connaissent. Et pour autant, on n'a pas du tout le même rapport avec eux, on n'a pas du tout le même rapport d'identification. Je pense que c'est dû au fait que les youtubeurs sont des self-made men and women, du coup, que tu peux t'imaginer... tu t'imagines facilement à leur place en y mettant un petit peu d'effort, alors ce qui est trompeur, parce que clairement il suffit pas de lancer sa chaîne YouTube pour percer, mais ça crée un rapport de proximité qui est totalement unique, et il y a aussi un filtre qui est beaucoup moins courant sur YouTube par rapport aux célébrités du cinéma ou de la télé, c'est que ils n'ont pas forcément d'agents. Donc ils gèrent souvent les choses eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus les gérer eux-mêmes. Et ça aussi, ça crée une proximité, une identification qui est différente par rapport aux célébrités. Ouais, moi je suis pas... Enfin, en tout cas, sur la rupture entre l'ancien et le moderne, je suis pas tout à fait d'accord. Et je trouve que justement, McFly et Carlito, c'est un exemple de vidéastes qui sont, pour moi, complètement dans la continuité de la télévision. Et qui sont... en fait, le fait d'intégrer la communauté et de faire en sorte d'utiliser les réseaux sociaux et les codes de tout ça pour accroître l'audience de ton programme, c'est un truc
qui a fait pas mal, par exemple TPMP il y a quelques années. D'ailleurs, on dit TPMP parce que c'était leur hashtag et que c'est comme ça qu'ils toujours ont... les déclarations d'amour quotidiennes de Cyril Hanouna, je les reçois sur mon téléphone en notification active. Et donc c'est un truc, c'est un programme télé qui a su assez tôt capitaliser sur la communauté en ligne pour se faire monter. Et McFly et Carlito utilisent à fond ça, mais au final reproduisent à leur sauce et avec les codes de YouTube, des choses qui sont finalement assez proches de ce qui se faisait à la télé il y a 10, 20, 30 ans. Mais parce qu'ils viennent de la radio en plus. Et parce qu'ils viennent de la radio, et pour moi, ça sera les prochains, c'est les Michel Drucker du futur, quoi. Je sais pas, dans 30 ans, on retrouvera Squeezie avec son chien sur un canapé. Non, mais c'est vraiment ça. Et ils font des trucs, et leur délire de balancer les numéros et tout, c'est ce que faisaient Decaune et Garcia. Tu vois, il y a quand même une continuité, et il y a un truc qui fait que, et qui est en revanche, c'est là qu'il y a eu une rupture et qui est différente, mais qui n'a pas eu lieu que sur YouTube, c'est le fait d'intégrer les gens qui vous suivent et de faire en sorte d'interagir avec eux pour se faire monter. Mais ça, cette bascule, elle concerne autant les acteurs de cinéma que les stars de la musique, etc. Les gens les plus suivis sur les réseaux sociaux, c'est Beyoncé, Drake, je sais pas quoi, toutes les stars se sont emparés des réseaux sociaux aussi, pas que les youtubeurs. Alors, il y a donc cette relation qui est entretenue et qui est très codifiée maintenant par les vidéastes, et ça crée une proximité vraiment intense, une relation presque amicale, l'impression d'être amis. Et j'avais un extrait de Snap des Macaque Cup qui était attaqué sur Internet parce qu'elle s'était assise sur un décor de bureau présidentiel au YouTube Space, et ses fans forcément la défendaient. Et voici ce qu'elle leur disait. Bonsoir tous, écoutez, je reviens vers vous, je suis un peu dégoûtée là ce soir parce que je vois vos mentions. Donc en gros, vous vous faites insulter mes abonnés, donc voilà, parce que vous me défendez sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Donc moi, je vous conseille d'arrêter de me défendre sur les réseaux sociaux, d'arrêter d'essayer de faire quelque chose de toute façon, parce qu'en fait, j'ai pas envie que la situation se retourne contre vous. Ça me fait vraiment chier que vous subissiez ça, c'est dur à dire, voilà, bon là j'en rigole et tout, mais ça me fait absolument pas rire. Voilà, c'est très bizarre d'être sérieuse, mais non, franchement, ça fait chier parce que voilà, vous êtes trop mignons à essayer de me défendre, à essayer de dire que putain, c'était du second degré, à un moment, faut arrêter quoi. Voilà, donc désolé pour la qualité sonore, c'était des snaps qui avaient été filmés puis uploadés sur... On a un message sur ton répondeur en fait. Exactement. Mais alors, j'ai pas compris ce qu'elle avait fait de mal en fait. Justement, c'est ça, j'y viens. En soi, ce qu'elle a fait, il n'y avait rien de mal. Mais ce qui m'intéresse, c'est le comportement de ses abonnés, de ses fans, qui l'ont défendu bec et ongle. Mais contre quoi ? Mais contre les gens qui critiquaient parce qu'elle avait osé poser sur un bureau présidentiel, des gens qui disaient qu'elle twerkait dessus, enfin ce genre de choses. C'était non-respect des institutions. Voilà, non-respect des institutions. Elle avait pris pas mal de critiques. Mais là, voilà... il y a des cas où aussi on peut faire de reproches concrets à un vidéaste parce qu'il y a une polémique, parce qu'il a fait quelque chose de vraiment répréhensible. Et là encore, ses fans le défendent bec et ongle. Est-ce que vous trouvez que les abonnés les plus fidèles sont vraiment prêts à tout pour défendre leur youtubeur préféré? Et je pense notamment à Logan Paul quand il y a eu la polémique. Ses fans les plus hardcore les défendaient. Est-ce que vous pensez que ces abonnés-là, ce type d'abonnés-là est vraiment complètement omnibilé à l'idée de défendre son vidéaste préféré? C'est une grande question. Je pense que ça dépend des vidéastes, ça dépend des polémiques. T'as des polémiques qui... ça me fait penser à un des scandales qui a touché un vidéaste il y a un an. C'est In The Panda, qui a été au cœur d'un scandale sexuel, et il a perdu une petite partie de sa base, mais il a effectivement aussi eu beaucoup de soutien. Il a été énormément défendu. Ouais. Il avait été accusé de viol, et effectivement, il y avait eu la personne qui l'avait accusé avait pris énormément de critiques. Voilà, c'est comme malheureusement dans bien des cas d'accusation, la remise en cause permanente de la parole de la victime potentielle. Ouais, le harcèlement peut toucher aussi la victime potentielle, comme la personne qui est potentiellement coupable de ces faits. C'est bienvenue sur Internet, ce qui est formidable. Mais oui, je pense que ça... Je voudrais pas dire... Non, je voudrais pas dire ça.
J'allais dire un énorme cliché en fait, qui est, donc je vais le dire, comme ça on va le mettre autour de la table. Je me demandais si le fait que Emma Cake-up soit suivie par une communauté qui est jeune et fougueuse, ça n'entraîne pas aussi cette adhésion tout azimut sans... Total. Ouais. Parce que je suis pas sûre qu'on retrouve cette adhésion totale chez un public qui est plus âgé ou auprès d'un créateur plus âgé. Je laisse la question ouverte. Après, il faut avoir le temps, en fait, aussi, c'est ça. C'est peut-être que les plus jeunes ont justement que ça à faire de défendre leur youtubeur. Pour une attaque que je n'ai toujours pas compris, d'ailleurs. Elle a twerké sur un bureau, mais Emmanuel Macron a fait ça pour sa photo officielle, non, c'est ça? Mais quand t'es ado, t'aimes le drama aussi. Non, mais bien sûr. Et puis après, en revanche, ça reste un signe de la valeur d'une communauté, c'est son niveau d'engagement. Et on peut être très suivi si personne est susceptible de bouger le petit doigt quand on a besoin de cette communauté, c'est qu'elle vaut pas grand-chose. Donc c'est un truc intéressant de voir que les communautés peuvent se mobiliser. Malheureusement, on sait que la plupart du temps, sur Internet, les communautés, elles se mobilisent plutôt pour faire du mal et pour harceler que le contraire. Et justement, tu me fais mes transitions sur un tapis rouge, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être à Cannes. Voilà, donc effectivement, il y a aussi une forme de hate qui peut prendre place. Donc pour les femmes sur Internet notamment, on en a beaucoup parlé avec Marion Séclin dans nos tubes. Ça peut devenir extrêmement violent et c'est tellement répandu en fait qu'il y a un format à part entière qui est né pour ça. Ça s'appelle donc en gros, je lis vos méchants commentaires et voici ce que ça donnait pour Chelsea, donc qui est particulièrement prise à partie sous ces vidéos. Je fais passer tous les commentaires, t'es vraiment une pauvre conne, t'es vraiment une grosse bouffonne à forcer, un arc de merde, ce titre pue la putaclic. La prochaine fois, essayez d'avoir un peu plus d'imagination s'il vous plaît. De la merde ton setup, blablabla, c'est nul tes dossiers, tout ce que je fais c'est nul, grosse pute, je te fais l'amour sur un divan, sale pute. Voilà, donc ça c'était un exemple de commentaire qu'elle peut recevoir sous ces vidéos. Marie, toi tu voulais aussi nous parler du cas de Dani Caligula dont on a eu des nouvelles inquiétantes il y a quelques jours. Oui, Dani Caligula a une chaîne de vulgarisation plutôt philosophique qui parle de sujets de société, ça peut être des sujets autour de l'amour comme sur des réformes, parce qu'il a participé par exemple à la campagne On vaut mieux que ça à une époque. Et il y a un an, Dani a fait une vidéo sur le Raptor dissident dans laquelle il démonte un petit peu sa rhétorique. Il revient sur les sujets que traite le Raptor. Et ça faisait un an qu'on n'avait pas de nouvelles de Dani. Moi, je pensais que en fait, il s'était lassé de YouTube, qu'il avait plus d'idées, que ses études avaient repris le pas. Et en réalité, on a découvert dans une série de tweets il y a une petite semaine... C'était fin mars. Oui, c'est ça. Que... Il avait arrêté de faire des vidéos parce qu'il traversait une période très difficile et qu'il était victime de harcèlement ciblé depuis un an, depuis la sortie de sa vidéo sur le Raptor dissident. C'est un harcèlement qui a des implications sur sa vie physique parce que non seulement donc, il reçoit des insultes au quotidien sur Internet, mais en plus de ça, à force de plus avoir envie de faire des vidéos, il a perdu de l'argent. Sur son Tipeee et donc aujourd'hui il vit particulièrement mal donc ça a été un véritable cri du cœur ce qu'il a posté sur Twitter et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ça a engagé sa communauté à le soutenir et même des personnes qui ne faisaient pas partie de sa communauté. On a même vu des gens qui l'ont harcelé et qui soutiennent le Raptor se retourner et faire des dons sur son Tipeee qui est passé, je crois, à 2000 ou 3000 euros, là, qui a fait un bond, quoi, simplement parce qu'il a parlé des implications de ce harcèlement. Et c'est assez terrible, mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que sa communauté s'est mobilisée pour essayer de l'aider. Alors, YouTube, normalement, met en place un petit peu des outils pour lutter contre ce genre de situation. Donc, on peut bloquer des mots dans les commentaires, on peut signaler des commentaires. Certains YouTubeurs, notamment comme Squeezie, a des modérateurs qui se chargent des commentaires. Toi, David, est-ce que tu trouves que c'est assez actuellement pour lutter contre ça ou c'est vraiment une goutte d'eau un peu dans une mare de haine? Je trouve que suffit de se balader pour être sûr de faire bonne pêche. Il faut aller sur des vidéos politiques sur YouTube et voir le contenu des commentaires. Pour moi, ce que fait YouTube est
complètement insuffisant. C'est vraiment la lie de l'internet, quoi. C'est limite, c'est les commentaires du Figaro. À côté de ça, c'est le pays des rêves, quoi. Enfin, il y a vraiment, enfin voilà, ça va tout, menace de mort, incitation au suicide, insulte raciste, un commentaire sur deux. Enfin, il y a vraiment il y a tout et n'importe quoi, et la modération, c'est zéro, quoi. Enfin, après, YouTube va se cacher derrière le fait d'être une plateforme d'hébergement. Il a affirmé avoir engagé pas mal de personnes dernièrement. Ouais, mais c'est vraiment, vraiment complètement insuffisant. Et quand on sait aussi, on en parlait, que malgré tout, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont sur YouTube. Du coup, on est exposé vraiment à la loi de la jungle dans la prise de parole. Et cette politique qui a aussi longtemps été celle de Twitter, de se cacher derrière la liberté d'expression, je pense qu'elle a ses limites. Et en tout cas, disons l'excuse technique me paraît un peu à côté de la plaque, dans le sens où quand il s'agit de faire en sorte que une demi-seconde de musique protégée par le copyright fasse sauter une vidéo, il n'y a aucun problème. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des gros efforts à faire sur les commentaires, et que ça devient... Enfin, en fait, Internet n'est pas un monde à part, et je pense qu'il faudrait faire des très très gros efforts là-dessus. Je voulais parler un petit peu, avant de nous diriger vers la fin de cette émission, des relations IRL, donc dans la vraie vie, entre les abonnés, les fans et leurs vidéastes. Moi, pour avoir fait quelques salons de youtubeurs, j'ai été pris, je me rappelle, c'était la première vidéo City Paris, j'étais pris dans une vague d'enfants. Tout d'un coup, j'ai été complètement submergé, paniqué, de me faire victimiser par des enfants de 12 ans. Et en fait, c'est parce que derrière moi, il y avait Norman, telle une rockstar, avec ses lunettes, ses gardes du corps, qui passait. Et vraiment de me rendre compte à ce moment-là de l'impact que ça peut avoir, et de cette image de rockstar, c'était assez hallucinant. Et je me rends compte qu'effectivement maintenant les vidéastes, ils peuvent pas sortir dans la rue sans avoir des lunettes de soleil. Je me rappelle Cyprien, une fois, il était venu au café, il faisait gris, et il avait des lunettes de soleil, il était assez discret. Il s'est fait héliporter pour l'enregistrement de nos tubes la dernière fois. Oui, voilà, il était accompagné, encadré par 4 gardes du corps, etc. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu? J'ai l'impression qu'au final, maintenant, les abonnés, ils voient un peu leur vedette aussi comme des potes, et quand ils vont les voir, c'est très direct. Il n'y a pas de... Des fois, il n'y a pas un manque de politesse, un peu de distance par rapport à ça? Oui, il y a un rapport qui est très humain et spontané, qui... voilà, ça dépend aussi de quel créateur on parle et de quels abonnés on parle. Mais moi, je me souviens que Natou a dû déménager parce que les fans trouvaient son adresse sur Internet, et du coup, tous les jours, elle avait des gens qui toquaient à sa porte. Antoine, Daniel ou Charlie Danger, ils se sont retrouvés avec des gens qui ont essayé de rentrer chez eux. Je pense que dans ces cas-là, eux, ils n'ont pas eu d'autre solution que d'envoyer un avertissement un peu respectueux pour montrer que là, la limite était dépassée. Mais après, il y a des cas extrêmes comme Kahane, qui est une animatrice de télévision au départ, mais qui a aussi une chaîne de jeux vidéo, qui elle, est carrément poursuivie par quelqu'un qui a des problèmes. Et puis elle a pu avoir engagé des poursuites. Arrêté, non, la personne a été arrêtée puis relâchée, puis relâchée. Enfin, c'est très compliqué quand il y a un stalker il y a eu une comment on appelle ça, quand tu ne peux pas t'approcher à plus d'une certaine distance. Une ordonnance de restriction de restricting order. Voilà, j'ai toujours, comme on confond les lois, le monde judiciaire américain, genre j'ai droit à un avocat. Objection votre honneur. C'est ça, objection votre honneur. Mais à côté, t'as aussi des espaces qui sont super safe, comme je pensais au festival Les Historiques ou au festival Frames, dans lesquels les créateurs réinventent la façon de discuter et de dialoguer avec les abonnés. Et c'est là que tu vois la différence avec les gros salons, c'est que les festivals Frames et les historiques sont faits pour les créateurs, alors que tu as l'impression que les festivals comme Vidéo City Paris sont plutôt faits pour les abonnés. Et surtout
Voilà, d'Irak, c'est de préférence. aussi des fois un peu une question de public un peu différent. C'est pas toujours le même rapport, le même type de contenu. Simplement, je voulais vous faire écouter et après on va passer aux recommandations. Un petit extrait d'une story de Mr V. Donc on en a parlé un petit peu pendant le cours de cet épisode. McFly et Carlito ont réalisé un challenge face à Mr V et Jérémy Detello. Donc ils devaient faire des épreuves et Mr V et Jérémy ont gagné et ont le droit de publier une vidéo de punition un peu sur la chaîne de McFly et Carlito. Donc ils ont fait une chanson où ils dévoilent une grande partie du numéro de téléphone de ces deux youtubeurs et suffisamment d'indices sur la suite du numéro. Donc voici ce qui s'est passé. Donc c'est Mr V qui racontait ça dans une story Instagram. Vous l'avez peut-être vu, la vidéo qu'on a postée avec Jérémy hier soir sur la chaîne de McFly et Carlito, la chanson de la joie dans laquelle on donne presque leur numéro en entier, a été supprimée de la chaîne étant donné que beaucoup de gens ont appelé des numéros qui n'étaient pas ceux de McFly et Carlito et ça pose problème. Donc évidemment, on s'excuse pour toutes les personnes qui ont été harcelées hier soir. Évidemment, ce n'était pas du tout de notre intérêt. On n'avait pas pensé que ça sortirait comme ça. En tout cas, on s'est bien marré à le faire. On s'excuse pour les gens dérangés. C'est supprimé. Voilà, alors moi ma réaction là, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous ne trouvez pas aussi des fois que dans la relation qu'ils ont avec leurs abonnés, les youtubeurs abusent mais complètement, dépassent les limites? Ils se rendent pas compte. En fait, le truc, c'est qu'ils testent ils expérimentent tout le temps, ils repoussent tout le temps les limites, donc forcément, il y a des déconvenus. Je pense que c'est ça. Et quand tu vois à quel point McFly et Carlito repoussent tout le temps les limites dans leurs vidéos, forcément, il y a des moments où ça dérape. David, toi, ça t'est... Oui, non, c'était quelque chose qu'ils avaient déjà fait et c'est aussi une manière de mettre en évidence à quel point ils sont suivis et à quel point en fait, on peut voir quelques jours après la vidéo, ils continuaient à recevoir des appels et donc ils décrochaient pour rigoler, pour voir ce que ça faisait oui, ça encourageait encore plus les gens à continuer à appeler. Mais en fait, c'est effectivement souvent des ados ou des enfants qui appellent juste pour rigoler et n'ont rien à dire, quoi, et ils raccrochent tout de suite ou raccrochent en rigolant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait de générer l'engagement de la communauté, c'est précieux pour monter et pour accroître son audience. Et puis voilà. Et moi j'avais juste un truc en conclusion, c'était même sur le fait le terme d'abonné, c'est marrant parce qu'il est utilisé par tous les gros vidéastes pour désigner la communauté, et y compris en fait par exemple des jeunes qui au hasard vont les reconnaître dans la rue, ils les appellent les abonnés alors qu'ils ne le sont pas forcément. C'est-à-dire que tu peux très bien reconnaître un youtubeur juste parce que tu l'as vu et parce que tu l'as déjà vu sur YouTube. Et il y a ce côté, effectivement, de vouloir vraiment circonscrire la communauté. Et c'est aussi une manière de dire aux viewers qui vous m'appartenez, quoi. Il y a un petit message comme ça. J'ai vraiment envie de méditer sur cette conclusion. Et en tout cas, moi, je ne suis pas très envieux de la vie de vidéastes stars sur Internet. Mais si. Essayez pas. Je suis complètement larguée. On est en train d'être ridicule, Léa. Essayez pas. On n'est pas à niveau. On est complètement largués. On est vieux, quoi. La France a peur. J'adore cet extrait. J'adore vraiment cet extrait. Comme d'habitude, on finit avec une petite recommandation rapide. Marie, toi, quelle chaîne t'as envie de mettre en avant aujourd'hui ? C'est une toute petite chaîne de... C'est le but. Ouais, ça sent bien. Emma Oscar, qui a 2900 abonnés, qui est une ancienne candidate de la Nouvelle Star et qui fait des vidéos musicales, ou alors elle parle aussi de certains sujets qui lui tiennent à cœur. Et là, récemment, elle a fait une reprise d'une musique d'une chanson de Richard Cochiant. Richard Cochiant, comment on dit ? Cochiant. Attraper un coup de soleil. Voilà, le coup de soleil. Et c'est vraiment très bien fait. Donc, Emma Oscar. Parfait, je pensais pas qu'on parlerait de ce type de chanson un jour dans nos tubes, mais c'est très intéressant. Moi aussi, je repousse les limites à chaque fois. David ? Oui, moi pour les recos, comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal. Il faut que je puisse creuser toute cette couche de vidéos Fortnite à la con avant de pouvoir redécouvrir les choses. Mais du coup, j'ai une vidéo Fortnite à recommander qui a pas besoin vraiment de moi pour faire des vues, mais qui vaut le déplacement. C'est un très gros YouTuber et gamer joueur Fortnite qui s'appelle Ninja. Qui a fait un live avec Drake
et qui a à ce moment-là sur Twitch complètement explosé les records d'audience. Je crois qu'il y a eu plus de 600 000 viewers simultanés. Et donc c'est assez marrant à voir. Et donc tu vois Drake interagir et puis ils sont en train de parler en live en même temps. Il dit je vais le tweeter. Je pense que ça, sur mon compte ça risque de faire un peu exploser les records. Et sinon je suis devenu un peu youtubeur. Oui, Calmos Rigolo Club. Avec la chaîne Calmos de la newsletter cinéma et avec mon acolyte Hugo Alexandre, on s'est lancé dans des vidéos sur les comédies françaises avec un premier numéro d'une émission qui s'appelle Rigolo. On ne sait pas du tout à quelle fréquence on va poster des vidéos, mais on en a posté une. On a fait 1700 vues. Et j'ai eu un retour de vidéaste qui m'a dit qu'il voulait te féliciter justement pour cette chaîne et il trouvait ça très cool. Donc je te dirai qui c'est. Et pour ma part, rapidement, je vais recommander, j'ai pu rencontrer ce week-end plusieurs vidéastes gaming, streamers, et j'ai beaucoup aimé la chaîne et ce que fait Nat Ali en 2 mots sur Twitch et sur YouTube. Sur YouTube, elle fait des analyses où elle est vraiment passionnante à écouter. Je vous recommande notamment son analyse du personnage de Bayonetta où c'est Twitch sur le dernier Far Cry. Donc voilà, je vous recommande fortement d'aller voir ce qu'elle fait sur internet. Merci à nos chroniqueurs Marie et à David, à Binge Audio et à Charlène pour la réalisation. Un grand merci évidemment à vous qui nous écoutez, toujours plus nombreux peut-être. Et vous savez comment fonctionnent les podcasts, donc n'hésitez pas à partager cette émission, à la liker sur SoundCloud ou Apple Podcasts. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. 5 étoiles. Binge Audio. Salut, c'est Victoire Tuaillon. En attendant le prochain épisode de NoTube, je te propose d'écouter Les couilles sur la table, mon podcast consacré aux hommes et aux masculinités. Dans le cinéma, dans la littérature, on présente toujours l'homme noir comme celui qui va venir satisfaire la gendarme blanche. On a tellement peur que les hommes prennent le pouvoir sur le corps des femmes qu'on leur dit c'est pas votre problème et que du coup toute la responsabilité de la contraception et d'une grossesse non prévue repose sur les épaules de la femme. On est stigmatisé quand on a un trop gros sexe, on est stigmatisé quand on en a un trop petit. En fait, ça les rend dingues, ça les rend fous. Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur 2 sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast.